Bonne fête de travail à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour cette autre édition de Droit de Réponse sur Equinox Télévision. Yves-Michel Fotso, condamné à vie. La nouvelle a fait le tour de la presse cette semaine. L'ex-administrateur directeur général de l'ex-Camer a écopé de la prison à perpétuité lundi dernier pour le détournement de près de 33 milliards de francs CFA. Un verdict couplé à un autre tombé quelques jours après, une deuxième condamnation à perpétuité pour le volet 1 de cette affaire. Pour beaucoup, la main du tribunal criminel spécial a été bien lourde, si lourde qu'une certaine opinion y voit de l'acharnement ou encore une justice à deux vitesses. Cette condamnation, ce qui est sûr, remet au goût du jour le problème de la crédibilité du tribunal criminel spécial et celle de l'opération Épervier. Autre sujet au menu ce dimanche, c'est celui relatif à la rencontre inédite entre cette semaine, donc le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Maurice Kamto, et le ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi. Une rencontre initiée par le MRC qui estime être victime d'un complot manœuvré par la préfectorale. Le parti de l'opposition est depuis sa création sujet à des répressions permanentes et peine à tenir ses meetings. Dans la presse cette semaine, l'on estime que d'une manière ou d'une autre, le MRC fait frémir le gouvernement. Enfin, nous nous intéresserons ce jour à ces résultats du concours de la police 2015, rendu donc public cette semaine, aussi avec des lenteurs observées par la presse ainsi que des irrégularités relevées également au cours donc de ces résultats. La presse fait savoir à cet effet qu'une fois encore des noms se retrouvent par exemple dans les listes définitives, des noms qui ne figuraient pas sur les listes d'admissibilité. Voilà donc le menu qui sera proposé aujourd'hui dans cette édition de Droit de Réponse. Mais comme d'habitude, nous allons faire un tour dans les kiosques pour voir comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus cette semaine. Bonne fête de travail, Flavien Dongo, bienvenue sur ce plateau. Bonne fête à vous. Vous êtes également, vous faites partie des travailleurs aussi, ce 1er mai. Bonne fête à tous les panélistes qui sont avec nous. Merci Flavien Dongo. Alors on fait cette revue de la presse. Alors, la revue de presse, en tout cas, parlant des sujets de ce dimanche, il y a plusieurs, 3 au total. On parle d'ailleurs de la condamnation à vie de Yves-Michel Fotso. On va parler également des entraves aux libertés, le cri du MRC. On parlera aussi du concours de la police qui dévoile ses résultats un an après. Ce sont là quelques dérives également qui ont entraîné un peu ce résultat-là. Mais pour ce qui est donc de la condamnation à vie de Yves-Michel Fotso, le messager dit que c'est un véritable rouleau compresseur qui a été donc mis en place pour en découdre avec l'ex-administrateur directeur général de la Camer. Le messager rappelle que c'est donc en l'absence de l'accusé, notamment ses avocats, que la sentence a été prononcée au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Le rédacteur de l'article fait savoir que les audiences qui ont d'ailleurs débuté en janvier 2015 sur l'affaire de la liquidation de la Camer viennent donc de connaître leur fin, avec notamment la condamnation à vie du fils du milliardaire de Banjoun qui a été reconnu coupable, selon le messager, des faits de détournement de la somme de 50 milliards de francs CFA. Donc le même journal rappelle qu'au cours de l'audience du 9 février 2016, Yves-Michel Fotso avait renoncé à se faire juger, taxant d'ailleurs son procès de simulacre justice. Et depuis ce jour-là, il ne s'est plus présenté donc à l'audience jusqu'à sa condamnation à vie. Pour la Nouvelle Expression, c'est une série noire qui se poursuit. Selon le journal, l'homme d'affaires paye encore pour un ensemble d'opérations dites donc d'acquisition de 2 avions bombardiers. La Nouvelle Expression rappelle que l'audience consacrée donc à la mise en délibéré dans cette affaire a duré juste 60 minutes et dans cette cause, Yves-Michel Fotso est donc accusé pour détournement des deniers publics. Le reporter précise que la présente condamnation de l'ancien administrateur directeur général de la Camer concerne uniquement le deuxième volet ou le volet 2 du procès saucissonné, bien que renvoyant donc au même fait. Le second sujet qui est derrière un débat également ce dimanche concerne aussi les droits, les débats avec notamment des droits qui sont violés et bafoués même au Cameroun depuis quelque temps. Les partis politiques de l'opposition s'en plaignent au quotidien. Le quotidien Le Jour nous apprend d'ailleurs que les partis politiques ne cessent donc d'essuyer les larmes, des violations des libertés chaque fois qu'une formation politique de l'opposition a tenté donc de manifester. Le Jour rappelle que les libertés sont de plus en plus mises à l'étroit. Le pouvoir en place refuse toutes sortes de manifestations publiques. Pour mémoire, donc, le 4 décembre 2015, des militants du MRC ont été molestés devant l'Assemblée nationale par des gendarmes et policiers alors qu'ils allaient simplement exprimer leur mécontentement vis-à-vis des dérives implémentées par le pouvoir en place. À cette allure, donc, le messager se demande s'il y a un complot contre
contre le MRC. Le journal qui ne répond pas à sa propre question fait savoir que le parti au pouvoir, ou tout au moins le parti de Maurice Kamto, rumine depuis sa création injustice et frustration. L'autre question que se pose également le messager est donc de savoir si le MRC de Maurice Kamto inquiète d'ailleurs le régime de Yaoundé en place depuis 34 ans déjà. Le même parti a donc été victime d'un autre refus de manifester donc à la place des fêtes des Bertois. C'est dans la région de l'Est Cameroun. C'était le 20 avril par le sous-préfet des Bertois Ier. Pourtant, selon des sources, le messager, toute la paperasse était donc complète. C'est à dire également dans le journal qui rappelle également qu'il y a eu plusieurs exactions et une autre date qui a été programmée, mais finalement Maurice Kamto est arrivé à Bertois. Il n'a pas pu tenir son meeting comme cela avait été prévu, même si on a quand même noté qu'il a pu rencontrer ses militants dans un autre cadre. Et pour mieux comprendre donc toutes ces difficultés, le quotidien Le Jour nous apprend que Maurice Kamto est donc allé rencontrer le ministre Emmanuel René Sadi pour lui signifier toutes ces frustrations dont sont victimes les partis politiques de l'opposition de la part des sous-préfets. Après avoir égrené dans le chapelet des frustrations, par ailleurs, contenu dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation a promis de voir clair sur la situation. Pour lui, c'est une question de malentendu de la part des sous-préfets. Alors, pour terminer donc cette revue, nous allons également nous intéresser à un autre sujet qui concerne notamment ce que le quotidien Le Jour qualifie donc de résultats du concours de la police, des résultats qui arrivent un an après. Et pourquoi donc? Que s'est-il passé? Notamment, le rédacteur de l'article nous apprend qu'il y aurait donc eu des distractions ou tout au moins des tractations entre-temps. Selon Le Jour, dans la liste définitive, on a pu retrouver des noms qui n'étaient même pas déjà sur la liste de départ. Finalement, on retrouve ces noms-là et même des noms des personnes ou des enfants, des personnalités qui ont insisté à ce que leur fils soit également à la police aujourd'hui. Comment comprendre ce phénomène? Le journal nous apprend qu'il y a donc eu, c'est donc pas la première fois et que le Cameroun est donc qualifié pour ce genre de situation. Chaque fois qu'il y a un concours public au Cameroun, on retrouve généralement des noms des candidats qui n'ont pas été sur la liste de départ, mais finalement on les retrouve à la fin, mais qui sont donc là pour donner une mauvaise image au Cameroun. Le Jour révèle que ce n'est pas nouveau dans notre pays et qu'il faut simplement supporter avec une simple phrase « on va faire comment ». Voilà un peu ce que la presse nous dit selon les sujets contenus pour ce jour. Merci Flavien Ndongo et une bonne fête une fois encore. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir le panel de ce dimanche qui nous accompagnera donc pendant 1h30. Nous avons ce jour Ambroise Luison Essomba, juriste publiciste, enseignant à l'université de Douala. Merci monsieur et bienvenue sur ce plateau. Merci Albertine de m'avoir convié à ce débat. Nous voulons respectueusement saluer tous les téléspectateurs et très nombreux de Equinox TV qui nous regardent. Et permettez-moi, si vous en avez gré, de saluer également les autres panélistes. Je vous laisse le soin de les présenter. Merci encore de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Juste à vos côtés, nous avons notre confrère qui est donc avec nous aujourd'hui, Edmond Kambia. Bienvenue et bonne fête de travail. Bonne fête de travail à toi également Albertine, bonne fête de travail à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé de nous retrouver sur ce plateau pour débattre des faits d'actualité que vous avez si bien développés. Je précise tout simplement que vous êtes chef service politique et politique internationale à la Nouvelle Expression. Et puis nous avons également ce dimanche, donc M. Bruno Défaut, président coordonnateur national du MODECNA et de la COACI. Bienvenue monsieur sur ce plateau. Merci Albertine. Permettez-moi déjà de dire que je demande, n'est-ce pas, à Dieu notre Créateur et Créateur de toutes choses, de bénir tout le panel, de bénir la télévision Equinox et de bénir tous les spectateurs, sans oublier tout le peuple camerounais. Merci. On a toujours besoin de ces bénédictions. Et à votre côté, il y a Célestin Jamel. Merci monsieur d'être venu sur ce plateau. Merci Albertine, merci de m'avoir invité pour la première fois sur votre plateau. Pour me présenter personnellement, c'est un plaisir. Oui, mais vous êtes un habitué de cette émission tout de même. Oui, je parlais de votre émission. D'accord, merci. Vous êtes donc, je précise que vous êtes militant du SDF, conseiller municipal à Douala Première, je ne me trompe pas. Et vous êtes également secrétaire en droit de l'homme dans le Chad au Cabine. Secrétaire national au droit de l'homme. Exactement. Alors, merci. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de commencer cette émission. Mais avant d'aborder le premier thème de
cette journée, je propose qu'on fasse un petit arrêt quand même sur cette 130e journée internationale de la fête du travail, actualité oblige. On parle du thème de ce jour, responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent. Alors, Edmond Kamgia, vous le travailleur, est-ce que vous sentez, comme on aime bien le dire, ce thème? Est-ce qu'il vous parle, travail décent? Qu'est-ce que ça vous dit, le thème retenu cette année? Comment est-ce que vous le comprenez? D'abord, la thématique n'est pas nouvelle. On a toujours parlé du travail décent ces dernières années. Peut-être que la responsabilité sociale en entreprise, qui revient également, qui n'est pas si nouvelle, arrive bien à propos, parce que de plus en plus, c'est fondamental, la responsabilité sociale en entreprise, concernant non seulement les employeurs, mais également les employés. Je voudrais mettre l'accent davantage sur le travail décent. Parce que dans ce pays, il y a un gros problème. Et ce gros problème, c'est que, au-delà des conventions collectives sectorielles qui ne sont pas appliquées dans sa totalité au Cameroun, il y a le problème du SMIC, le salaire, n'est-ce pas, minimum intergaranti, qui est trop bas au Cameroun. Il y a eu des débats, beaucoup de concertations entre le ministre du Travail et les syndicats, les responsables des syndicats, mais il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Parce qu'à ce jour, on s'attendrait à ce qu'il y ait une loi qui permette véritablement d'élever, n'est-ce pas, le montant du SMIC à un montant considérable, ou en tout cas à un montant décent. Parce qu'à ce jour, quand on a un SMIC qui est de 28 000 francs, vraiment, que peut faire un citoyen camerounais ou une citoyenne camerounaise avec 28 000 francs? Il ne peut ni se loger décemment, il ne peut ni se nourrir décemment, sans compter les frais de santé pour lui-même et pour sa progéniture s'il est marié. Donc, j'insiste sur le SMIC. Il faudrait que rapidement, à l'une des prochaines sessions, que les parlementaires essaient de faire quelque chose pour qu'on ait un SMIC où le salaire correspondant est décent. C'est fondamental. Alors, Célestin Djamène, travail décent, la problématique vous semble primordiale aujourd'hui. De qui dépend le travail décent aujourd'hui? Oui, Albertine, on m'a fait le plaisir de m'inviter en tant que militant et cadre du SDF. Avant de répondre à votre excellente question, s'agissant justement du SDF, permettez-moi de faire une déclaration. Je voudrais apporter ici une réponse solennelle à tous les militants, tous mes camarades qui depuis très longtemps m'ont appelé à me prononcer sur les élections internes du SDF dans le littoral. Alors aujourd'hui, je me permets de leur répondre en leur disant que oui, je suis candidat à la conférence régionale du SDF en vue de choisir le futur président de la région du SDF. Il faut rappeler que la situation politique du SDF dans le littoral est sinistrée. Le bilan est totalement catastrophique, frise de ridicule et bat tous les records d'incompétence et, j'allais dire, de médiocrité. Je ne serai pas sous ma présidence au SDF un président qui gouvernera par téléphone, ni par charter, ni en glissant des enveloppes honteusement pour les militants qui viennent voter pour eux. Je serai un président qui prendra en compte toutes les initiatives de nos militants, qui prendra en compte effectivement toutes les sensibilités. Je suis convaincu que ce qui nous unit au SDF est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Le SDF aujourd'hui, dans le littoral, a davantage besoin d'union que de division. On a besoin beaucoup plus d'unité en vue de l'échéance 2018. Donc je m'engage vis-à-vis d'eux en étant aujourd'hui face à eux et devant eux le candidat du SDF pour le littoral, pour la présidence du parti. Maintenant, pour répondre à votre question, il est important de rappeler que d'abord, si on parle de décence, ça veut dire qu'il y a un problème de décence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment peut-on d'ailleurs parler de décence si dans 90% des entreprises, publiques comme privées, il n'y a souvent pas de fiche de paye, il n'y a souvent pas de contrat de travail, il n'y a souvent pas de convention collective. Donc on ne peut pas véritablement parler de travail décent, encore moins de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc il est important qu'aujourd'hui, l'État se réengage, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il a démissionné des secteurs comme le bâtiment, pour la sécurité des travailleurs, des secteurs comme la téléphonie mobile. Donc il faut, à mon sens, déjà étendre, comment dirais-je, ces conventions collectives, quand bien même elles existent, elles ne sont pas respectées.
Donc il faut que l'État s'engage et mette en jeu son autorité pour faire respecter le peu de conventions collectives qu'il y a. Je voudrais également rappeler par ailleurs que concernant le travail, le code du travail qui nous dirige aujourd'hui est un code de travail qui avait été abordé en 1974, qui a été relancé en 1994, mais qui me semble complètement désuet et ne répond plus aux réalités d'aujourd'hui. Donc il est impératif qu'aujourd'hui, parce que quand on parle aujourd'hui de sécurité sociale, il faut savoir que chez nous au Cameroun, il y a 9 branches. Et dans ces 9 branches-là, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance d'indemnisation, il n'y a pas de partie, soins. Et ça pose un vrai problème. Parce que si on n'a pas l'élément essentiel, quand on est malade en tant que travailleur, on ne peut pas se faire soigner, ça pose un véritable problème. Donc il est important qu'on refasse ce code du travail. Il faut qu'on mette en place le code pénal du travail, comme ça existe partout ailleurs. Il faut qu'on réinjecte un peu plus de force aux syndicats et qu'on respecte la place des délégués du personnel dans l'entreprise. Merci. Alors, pour nos défauts, des syndicalistes qui ont réagi à ce thème sur nos antennes ont estimé qu'ils n'avaient pas véritablement de rôle à jouer en ce qui concerne le travail décent, le contrat étant négocié entre l'employeur et l'employé, et généralement, ça ne se fait pas en présence des syndicats. Alors, quel peut être le rôle des syndicats dans le processus de la mise en place d'un travail décent aujourd'hui? Merci Albertine. Je vais tout simplement dire que pour ce qui est véritablement de relations syndicat-employeur, le syndicat, c'est quoi? C'est la représentation des travailleurs. C'est eux qui sont les porte-parole et qui devraient être en avance pour les négociations. Évidemment, il faut qu'ils soient également, que les responsables soient élus par leur base. Donc, ils les amènent, avant d'aller négocier avec l'employeur, avant de négocier même avec l'État, que les syndicats soient élus par leur base. Et c'est de cette manière seulement que véritablement, au sortir de là, ils peuvent obtenir les éléments nécessaires pour permettre aux travailleurs d'être à l'aise dans son travail et de pouvoir jouir de ce travail. C'est de cette manière-là que ça peut se passer. Et donc, j'en profite pour dire que, véritablement, pour avoir déjà au Cameroun un travail, il y a ceux qui sont au chômage en même temps. Vous avez dans ce pays près de 60 000 diplômés d'enseignement supérieur. Je manque cette catégorie parce que c'est partout, ne pas seulement là-bas, qui, sortis de l'école, il y a maximum, je dis bien maximum 10% qui retrouvent un semblant de travail et rémunérés avec des salaires totalement ridicules. Et ces personnes ne peuvent pas vivre de leurs revenus. Donc, je dis tout simplement que le système qui nous gouverne a mis en place un stratagème qui fait en sorte que toutes ces personnes qui sortent de l'école déjà ne trouvent pas de travail pour être des mendiants à la solde de l'État, à la solde des gouvernants, plus précisément, et pour évidemment se retrouver dans des situations de misère totalement accrue. Et comment ils se retrouvent dans cette situation? Vous voulez pas me dire que vous êtes sorti de l'école, vous avez un diplôme supérieur, vous vous retrouvez dans un travail, vous gagnez un salaire misérable. Vous ne pouvez ni prévoir de vous marier si telle est votre ambition, vous ne pouvez ni prévoir de vous acheter un terrain, encore moins de construire, parce que ce salaire, toute votre vie, ne sera jamais suffisant. D'accord. Merci. Alors, on va sortir par là, Luisin Somba. La manière dont on célèbre aujourd'hui cette journée internationale du travail est également remise en cause par certains. Est-ce que vous êtes pour cette façon de défiler? Ça, c'est l'avis de beaucoup, devant les bourreaux. Est-ce que la relation entre l'employé et l'employé, c'est une relation de bourreau et d'esclave? Est-ce que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ces défilés, ces parades qui sont organisées et estiment que ça devrait être des journées de réflexion où l'employé devrait réfléchir à ses conditions de travail? Comment est-ce que vous percevez tout cela? Albertine, moi je pense déjà que consacrer toute une journée aux travailleurs mérite d'être relevé et apprécié à sa juste valeur. Vous savez que je replonge un peu là dans l'histoire. On disait généralement que le travail éloigne l'homme de 3 mots: la nuit, le vice et le besoin. Et d'ailleurs, quand on regarde le thème qui est consacré pour cette journée, Edmond Kanga le rappelait, c'est pas une nouveauté. On se rend compte que le thème est fort évocateur. On dit responsabilité sociale des entreprises et syndicats pour le travail décent. Quand on regarde le thème,
responsabilité sociale. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le travail a une mission sociale. Et comme le disait Bruno tout à l'heure, avec le travail, vous avez la possibilité de vous construire. Avec le travail, vous avez la possibilité d'engager un certain nombre de projets réalisables. Et quand on suit les entreprises, on pense tout de suite aux entreprises publiques ou aux entreprises privées. Et vous savez, là, ça me replonge un peu dans le rôle de l'État, qui est un rôle, d'abord un rôle d'État-providence, c'est-à-dire que l'État doit tout faire pour apporter des structures de santé, pour apporter des structures d'éducation. Et au-delà de cela, on se rend compte que l'État, quand même, ne peut tout faire, d'où sa fonction de régulateur, État régulateur. On lui demande juste de se mettre à l'écart de toutes les activités économiques et laisser le soin aux opérateurs économiques de le faire. Et c'est là donc où le rapport a chaud, parce que, on le disait tout à l'heure, le contrat qui lie l'employé et l'employeur est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire que vous adhérez à toutes les exigences posées par l'employeur. Vous n'avez aucun mot à redire. D'où les conditions qui me semblent assez difficiles. Donc, je voudrais par là dire que, en fait, la dernière expression du travail décent impose deux choses. Le travail décent veut d'abord dire que, en fait, que le travailleur se trouve dans un cadre sain et que ce cadre sain lui donne la possibilité de mieux déployer ses qualifications professionnelles et au-delà de cela, qu'il puisse avoir un salaire qui lui donne la possibilité de subvenir éventuellement à ses besoins. Donc, je voudrais tout simplement dire que le commentaire de ce que c'est une journée de réflexion, pas de parade. Justement, parce que une journée de travail consacrée, comme je l'ai dit, c'est une journée de réflexion où les gens et les autres doivent réfléchir, penser des stratégies pour améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions salariales. Et moi, je pense que c'est très important. Merci, messieurs, d'avoir réagi à cette journée internationale du travail. Je suis désolée, on va passer à la thématique retenue pour cette émission. La première, on parlait donc de cette condamnation à vie de Yves-Michel Fotso. Le verdict est tombé, ou plutôt les verdicts sont tombés cette semaine. D'abord, lundi dernier, Yves-Michel Fotso est administrateur, directeur général de la caméra écopée de la prison à perpétuité pour le détournement de 32,4 milliards de francs CFA dans le volet 2 de l'affaire Camer. Puis jeudi, le tribunal criminel spécial est revenu à la charge avec une autre condamnation à vie, cette fois pour le premier volet de cette affaire dans laquelle Yves-Michel Fotso est reconnu coupable de détournement de 18 milliards de nos francs. Edmond Kangia, vous avez certainement parcouru la presse à ce propos. Pas beaucoup d'analyses. Beaucoup sont restés sur les faits, peut-être parce que les faits en eux-mêmes sont très parlants. Comment est-ce que vous avez apprécié toutes les réactions de la presse à ce sujet? Oui, je pense que la presse a fait son travail comme d'habitude, c'est-à-dire ce sont des comptes rendus, n'est-ce pas, de ces procès-là, et avec un accent sur la réalité du rendu, du jugement. Et cela, ma foi, vous l'avez constaté, quel que soit le média qui a traité, quand vous voyez les quotidiens, notamment la titraille, et même les contenus des journaux, je crois que cela reflète la qualité de la rédaction des articles. Je trouve que ça a été bien traité pour l'essentiel. Je voudrais juste quand même apporter une précision, c'est que là, c'est une opinion personnelle. C'est-à-dire, ce que j'observe de cette affaire-là me suggère quand même un peu de la gêne, de la stupéfaction et un peu de la consternation pour la justice camerounaise. Parce que voilà, quelqu'un qui a d'abord été jugé et condamné dans une affaire à 25 ans de prison et par la suite dans deux affaires à deux condamnations à vie. Deux condamnations à vie. C'est vrai, il y a une expression latine qui sied sed lex dura lex, c'est-à-dire la loi est dure, mais c'est la loi. C'est pour dire que j'ai quand même un sentiment mitigé. Est-ce qu'il y a de l'acharnement? C'est la question que j'aimerais me poser à moi. Est-ce qu'il y a un acharnement judiciaire dans le cas d'espèce? Si je m'en tiens à l'expression que je viens de prononcer, la loi est dure, mais c'est la loi, je dirais non. Mais je peux également dire oui, peut-être. Oui, peut-être, parce que c'est quand même assez rare. C'est inhabituel. En tout cas, au Cameroun. Quand on condamne quelqu'un 2 fois de suite, au cours de la même semaine, en quelques jours, à 2 condamnations à vie, il faut se poser des questions. Et cela donne lieu à au moins 2 interprétations. Je ne veux pas m'étendre longuement là-dessus, mais je veux dire, il y a une interprétation d'ordre politique
il y a une interprétation d'ordre judiciaire. Nous en reparlons certainement. Justement, vous l'avez déjà dit, l'usine Samba, le verdict a soulevé un tollé de réaction quand même. On estime que la main du tribunal criminel spécial était très très lourde. Ça se prend le verdict. Il faut dire que, on le relevait tout à l'heure, Yves-Michel Fotso n'était même pas présent à ces audiences. On parle de ses 25 ans, condamnation à vie une fois, condamnation à vie 2 fois. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut aujourd'hui douter de la crédibilité de cette affaire, de l'issue de cette affaire Camer? Moi, je dois pouvoir dire tout simplement, en tant que juriste et légaliste, pour rester dans ce sillage, que la loi, c'est la loi et que Yves-Michel Fotso aujourd'hui répond des actes qu'il a posés et il répond de manière positive puisque les faits qui l'accablent ont été révélés positifs à son endroit. Donc, moi, je voudrais tout simplement faire un autre commentaire de fond pour dire que les actes que ce monsieur a posés aujourd'hui sont conformes à la réalité de la sanction, à la proportionnalité de la sanction qui est prise. Mais maintenant, notons que je veux aller un peu au-delà pour montrer qu'il a eu une attitude de défiance par rapport à la justice. Vous voyez, il a d'abord traité d'une justice de simulacre et par la suite, il n'a pas pris part aux différentes invitations, convocations de cette justice. Donc moi, je me dis qu'il a eu une attitude de défiance et c'est ce que la justice n'aime pas. Je sais généralement que dans la grille des sanctions, avant la sanction extrême qui est la condamnation à mort, il y a la condamnation, ce qu'on appelle généralement une réclusion à perpétuité. Or, dans le cas d'espèce, il a donc eu droit à cette sanction extrême qui est la réclusion à perpétuité, qui est quand même assez grave. Parce que même si les faits sont connexes, on ne peut pas, pour la même sanction, ou du moins pour les faits connexes, vous sanctionnez de la même manière, mais de la même manière, c'est-à-dire qu'on vous donne condamnation à vie pour un autre procès, et l'autre procès qui suit est une condamnation à vie. Donc moi je pense qu'il y a là une sorte d'amalgame qui me gêne un peu, comme le disait Edmond Kamdia. Mais retenons tout de même que nous sommes dans un état de droit. Yves-Michel Fotso, vous savez, les décisions du tribunal criminel spécial peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême de l'État. Donc il a encore cette voie de recours qui est ouverte. Il pourrait l'engager au moment venu. Et s'il ne l'engage pas, on sait que, bon, ils ont peut-être du poids politique de son père qui reste toujours d'un mutisme plat. Il pourrait bénéficier soit d'une grâce, soit d'une amnistie. D'accord. Alors, on reparle de cette affaire de la Camer avec vous, Célestin Djamel. Est-ce que vous pensez que Yves-Michel Fotso paie justement les frais là de son, on va le dire, de son arrogance face au tribunal criminel spécial? C'est vrai que la défense de Yves-Michel Fotso avait quand même relevé plusieurs incongruités et irrégularités dans cette affaire. Comment est-ce que vous avez perçu ce verdict? Aujourd'hui, 2 condamnations à vie en quelques jours. C'est surprenant. Bien. Je crois que c'est vrai que quand la justice vous convoque, il faut y aller. Je crois que c'est un geste citoyen, il faut y aller. Et donc, je pense que l'absence d'Yves-Michel Fotso dans les prétoires, je pense qu'il a annoncé depuis le 15 février 2012 qu'il n'assisterait plus à ce simulacre de justice, ça peut être heurté les magistrats qui ont, je dirais, pris sur leur orgueil et ont décidé sur un coup d'humeur. Je pense que le magistrat doit dire le droit, non pas sur un coup de tête, non pas sur le comportement éventuel du prévenu ou de l'accusé, mais sur la base du droit uniquement, sans sentiment. Donc je pense que les magistrats du tribunal criminel spécial se sont un peu laissés aller à une certaine légèreté. Je le regrette fortement. Donc ce qui peut expliquer éventuellement, je dis bien éventuellement, ces condamnations, cette double condamnation à vie. Mais je pense également que quand on voit ce qui se passe dans le monde judiciaire de notre pays, notamment pour certaines personnes qui sont fortement, lourdement soupçonnées de prévarication des fonds publics, je pense au ministre de l'Énergie, M. Atanakuna, dont on sait très bien qu'il a dépensé 85 millions pour un jet privé pour aller rejoindre son épouse, on sait à Paris. C'est vous qui le dites, hein? Oui, je le dis, mais c'est vérifiable. On sait bien les casseroles que traîne par exemple Edgar Alain Mbengo, ministre des Transports. On sait bien que Meba Mobutu, lors du procès Marafa, a déclaré que ce n'est pas Marafa qui avait ordonné le déblocage de 24 millions de dollars, dont 31 milliards de francs CFA. Donc, il a pris sur lui cette responsabilité, mais on sait qu'il n'a jamais été interpellé. Mieux d'ailleurs, il a été promu secrétaire général du Sénat.
Donc voilà une justice dans notre pays à deux vitesses. Par ailleurs, quand je constate que dans les deux affaires, l'affaire de l'Albatros, où dans un premier temps, monsieur, Yves Michel Fotso a été condamné en coaction avec monsieur Marafa, n'est-ce pas, pour complicité intellectuelle. Incrimination qui n'existe pas dans le code pénal camerounais. Avouez quand même que pour un tribunal de cette envergure-là, c'est quand même assez limite, c'est regrettable. Et en même temps, dans le deuxième volet de l'affaire, il a, d'abord dans le premier volet, il paye 256 millions pour sa libération sur le principe même de la transaction pénale qui est prévue par la réforme du TCS, alors même que l'ancienne ministre de l'Éducation de base, Madame Amadama, avait versé quasiment le même montant, mais a été libérée, et même a été promue représentante du RDPC dans le Nord pour l'élection présidentielle de 2013. Et donc, je vois donc que, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, il y a donc dans ce pays deux justices, et ce n'est pas acceptable. Pour terminer, je suis te dire que quand Yves Michel Fotso verse pour le deuxième volet de l'affaire 1,7 milliard, plus sa maison, qui supplie de prendre, on lui refuse, je suis obligé de penser qu'il y a un acharnement judiciaire. Et même pire encore, un chef-d'œuvre de tribalisme, il faut le dire. Parce que je ne peux pas me l'expliquer, n'est-ce pas? D'accord. Donc, il faut absolument que Yves Michel Fotso fasse un recours à la Cour suprême, parce que le TCS n'a pas de degré de juridiction. Donc, il a fait déjà, tant mieux. Donc, je pense que tous ceux qui sont passés, qui ont été condamnés à la vie, Siam Sewe, Paul Rikinger, sont passés à la Cour suprême et ont été innocentés. Et voire même dans le cas de Paul Rikinger, il a été acquitté purement et simplement, alors même qu'il était condamné à vie. Allons-y, est-ce que vous avez une réaction, Bruno Défaut? C'est un acharnement, vous aussi, vous y voyez un acharnement dans l'affaire Yves Michel Fotso? Au-delà de l'acharnement, il y a tout simplement dans ce pays une justice à deux vitesses. Et dans le cas de Yves Michel Fotso particulièrement, je pense qu'après la Cour suprême, il y a les juridictions internationales. Donc, s'il continue, parce qu'il y a une chose quand même qui nous a surpris, quelqu'un qui a été soupçonné à travers la presse et tout, on a retiré son passeport, oui, et à un moment donné, ce monsieur est entré en possession de son passeport pour aller chercher le corps de sa maman en France, mais est quand même revenu. Quelqu'un qui sait, en son âme et conscience, qu'il a détourné des milliards. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions. Réellement, ce procès-là, c'est à quel but? Parce que on a vu le cas du ministre Simigné qui est allé en France pour se soigner entre griffes, et arrivé en France, il a pris le vol pour les États-Unis. Aujourd'hui, il est FMI. Comment est-il sorti d'abord? Comment il est sorti d'abord? Donc, il y a énormément de la malgouvernance dans ce pays en général. C'est pas seulement une histoire c'est pas seulement la justice. C'est vrai que pour Modèle Nation, aujourd'hui, nous souhaitions au pouvoir, la première chose aurait été la réforme de la justice dans notre pays. Merci Bruno Défaut. Donc on va parler un peu de ce fameux principe de restitution du corps du délit au tribunal criminel spécial. Justement, on l'a dit, Yves Michel Fotso avait remis donc 1,7 milliard, mais cela ne lui a pas donné droit à l'abandon donc des poursuites, comme dans le cas Amanadama qui est tout le temps cité. Alors, est-ce que cette mesure en elle n'est pas discriminatoire, cette mesure de restitution du corps du délit? Déjà, parce qu'on permet à d'autres prisonniers de pouvoir rembourser ce qu'ils ont fait, rembourser et peut-être être relaxés, si on peut le dire ainsi. Est-ce que cette mesure en elle seule même n'est pas totalement discriminatoire? Ça surprenant quand même. La réponse est oui, la mesure est discriminatoire. Comme l'est le tribunal criminel spécial. Son existence même discrimine, n'est-ce pas? Ça pose... Il y a trois violations, hein, c'est-à-dire le tribunal criminel spécial est anticonstitutionnel. Je l'ai souvent dit sur ce plateau. Ça viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. On ne peut pas dans le même pays avoir des juridictions ordinaires et une juridiction spéciale. Puis, dans cette juridiction où il n'y a pas d'égalité entre tous les citoyens, voyez-vous, lorsque vous détournez des fonds publics, quand c'est inférieur à 50 millions, ce sont les juridictions ordinaires, classiques. Quand vous détournez de 50 millions et plus, vous avez droit, vous êtes un client, vous êtes privilégié, vous êtes un client privilégié du tribunal criminel spécial. Pourquoi est-ce que c'est un privilège? Parce que non seulement vous aurez la possibilité d'être jugé, mais vous aurez la possibilité de restituer le corps du délit. Exact. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a la possibilité, s'il donne son avis favorable, et que sa hiérarchie valide, n'est-ce pas, vous pouvez être libéré, comme l'a été l'ancienne ministre de l'éducation de base. Et ça, c'est un principe discriminatoire. Donc, il y a violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
il y a également la violation du principe d'équité. Le procès n'est pas du tout équitable. Parce que justement, on se rend bien compte qu'avec ces deux types de juridictions, pour des personnes qui ont détourné des fonds, qui se retrouvent devant des juridictions, on ne peut pas les juger de la même façon. Alors, il y a même, ça pose un problème moral. La moralité même, la moralité, c'est qu'on se retrouve dans un pays où on a deux catégories de justiciables. Alors, plus vous avez des moyens, plus vous pouvez voler davantage et avoir la chance d'être libéré. Moins vous avez de moyens, vous volez, on vous jette en prison, vous êtes condamné et vous n'aurez jamais la chance d'être libéré. Sinon, un jour peut-être, la grâce du chef de l'État. Mais cela arrive de manière providentielle. Non, je voudrais, avant de chuter, dire que je suis écœuré. Pas seulement à cause de ces deux condamnations à vie qui arrivent, n'est-ce pas, à Yves Michel Fotso, qui est un citoyen comme tous les autres citoyens. J'estime, certes, que les juges doivent décider en leur âme et conscience, mais comme on l'a dit sur ce plateau, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas jugé en leur âme et conscience. On se rend bien compte qu'ils n'ont pas dit seulement le droit. Il y a probablement d'autres aspérités qui sont intervenues dans la prise de cette décision. Et ça m'amène justement sur ce champ. Parce que je disais qu'il y a un aspect judiciaire, il y a un aspect politique. Et je me rends bien compte. D'abord, la création même du tribunal criminel spécial pose problème parce que c'est l'instrumentalisation, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif dans le domaine de l'institution judiciaire. Et cela démontre à suffisance qu'il n'existe pas un pouvoir judiciaire indépendant au Cameroun, malgré le fait que la Constitution de 1996 consacre le pouvoir judiciaire au Cameroun. Ce pouvoir n'est pas du tout indépendant parce que le tribunal criminel spécial, je le répète, est une fabrication du pouvoir exécutif qui utilise à sa solde des magistrats pour régler des comptes qui ne sont pas seulement judiciaires mais politiques. D'accord. Et c'est pour cela qu'on peut dire que c'est une institution de règlement de comptes politiques à des citoyens, même s'ils ont volé. Président Essomba, est-ce que vous partagez l'avis de plusieurs juristes qui se sont exprimés après ces condamnations et qui estiment aujourd'hui que le tribunal criminel spécial n'a pas sa place au regard de tout ce que vient de dire notre panéliste? Est-ce que vous pensez que le tribunal criminel spécial doit être tout simplement dissous aujourd'hui? Je dois pouvoir vous répondre en disant tout simplement que ce n'est pas une nouveauté au Cameroun. Feu Amadou Ahidjo, le 4 avril 1961, avait déjà créé le tribunal criminel spécial pour lutter contre des choses. C'était les prévarications qui étaient déjà portées sur la fortune publique par les hauts fonctionnaires, mais aussi que les chefs traditionnels refusaient de reverser au trésor public les impôts qu'ils collectaient sur leur population. Voilà la raison pour laquelle, deux raisons fondamentales pour lesquelles Feu Ahidjo à son époque avait créé le tribunal criminel spécial. Et la sanction qui était prévue était une réclusion à perpétuité avec travaux forcés. Or, qu'est-ce qui justifie la création de ce tribunal en 2011? Une seule chose, c'est l'idée justement contre les détournements et les atteintes à la fortune publique. Or, tout ce qui est spécial pose un problème. Pose un problème parce que au nombre des missions qui sont dévolues, que ce soit à la NIF, que ce soit à la CONAC, que ce soit à l'institution épervier, on se rend compte que toutes ces institutions qui foisonnent, en réalité n'arrivent pas à juguler le phénomène de la corruption et justement combattre ce détournement de fonds publics. Or, on constate aujourd'hui que le tribunal criminel spécial est à la limite un monstre froid. Un monstre froid parce qu'on développe quelque chose d'assez extraordinaire qui est le principe du voleur-payeur. C'est-à-dire que vous volez 50 millions comme l'a dit vous êtes un voleur de luxe. On engage la phase d'instruction, vous ne dites rien, vous niez tous les faits, mais au moment du jugement, vous passez aux aveux complets. Vous avez pris les 50 millions, vous les avez fait fructifier dans une banque, et une fois que vous les avez remboursés, on vous libère. Donc, ici, d'abord, il y a la rupture du principe de l'égalité des citoyens. Et on se rend compte que la restitution du corps du délit, qui est une transaction pénale qui est prévue, est encore adorée par un effet discriminatoire. On dit, on peut vous libérer. Vous voyez, donc, il y a, qui plus est, un élément facultatif. Et ce qui amène donc à croire que ce tribunal criminel spécial, en lui-même, dans son fondement, pose un problème, et même dans sa finalité, est problématique.
Alors, Célestin Djamène, les prisonniers du tribunal criminel spécial, si on peut les appeler ainsi, les prisonniers de luxe, pour la plupart, estiment être des prisonniers politiques. Mais il faut bien lutter contre la corruption, il faut trouver des moyens, il faut trouver des mécanismes. Vous êtes homme politique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour trouver justement les moyens de lutter contre cette corruption, d'empêcher à des personnes de s'approprier de la fortune publique? Quel est le mécanisme qu'on propose, que vous proposez? Je crois qu'on aurait pu créer d'abord un pôle financier dans les TGI, dans les tribunaux de grande instance, et spécialiser les magistrats sur les questions financières. Ça existe partout. Plutôt que de créer un tribunal spécial, qui, comme le veut ou non, comme l'a rappelé Edmond, est un tribunal politique. Je rappelle que ce tribunal criminel spécial contrevient au principe élémentaire du droit, qui est d'abord le respect du double degré de juridiction. Savez-vous qu'on est condamné une fois pour toutes, en premier et dernier ressort? Et éventuellement, on peut faire un pourvoi en cassation, enfin, devant la Cour suprême, mais là, ce n'est pas un troisième degré. La Cour suprême peut renvoyer ou bien casser l'affaire et rejuger elle-même. Bon, ça veut donc dire que nous avons chez nous une justice folklorique. Et tout à l'heure, Edmond le rappelait, je pense que si on veut parler ici au Cameroun de la séparation de pouvoir, il faut donner à la justice une vraie indépendance. Je me rappelle encore, il y a quelques années de cela, le juge Ligue, qui avait acquitté Atanda Mebara sur 4 chefs d'accusation, dont carrément libre. Il a été sommé par le palais d'unité de venir s'expliquer et de réinventer sur le champ, n'est-ce pas, un autre motif pour Atanda Mebara. Ce sont toujours vos déclarations. Non, ce sont mes déclarations que j'assume en tant que politique, évidemment, et c'est largement vérifiable. Vous êtes une bonne journaliste, vous savez très bien que ça s'est passé comme ça. Et donc, je dis que comment peut-on parler de justice indépendante, voire de séparation de pouvoir, si effectivement un juge ne peut plus juger en son âme et conscience? Par ailleurs, quand on dit dans le texte qui édifie, qui codifie le TCS, on parle d'opportunité de poursuite. Ça veut dire que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut juger de l'opportunité, n'est-ce pas, d'une affaire, d'un individu. Donc voilà l'exécutif qui se mêle dans les affaires judiciaires. Donc l'indépendance de la justice est totalement impossible. Quand le politique vient interagir dans le judiciaire, ce n'est pas normal. Par conséquent, je pense qu'un tribunal politique qui est là pour juger les hommes politiques. Par ailleurs, je pense que c'est une prime qui a donné à la délinquance en col blanc, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que vous volez 50 millions, à partir de 50 millions, vous êtes poursuivi. Et si vous remboursez sur le principe de la transaction judiciaire au moins la moitié, vous pouvez être relaxé. C'est vraiment que moi je vole 100 milliards, j'ai planqué 50 milliards, je rembourse 50 milliards, je suis peinard, je suis libéré. Vous savez combien Madame Amadama a réellement détourné? Elle n'a remboursé que 256 millions. Hein? Vous savez combien elle a planqué après ce vol? On ne le sait pas. Donc c'est une justice qui est politisée. Et dans un pays qui se veut un pays républicain, une république, on ne peut pas mêler ce type d'affaires. C'est un mélange de genres qui est insupportable. Je voudrais simplement terminer en disant que, en vérité, le remboursement de le corps du délit, c'est un principe qu'il faut bannir. Parce que je pense que sur le plan de l'éthique judiciaire, c'est un encouragement, n'est-ce pas, profond au vol. On invite les gens à voler. Et ceux qui volent en dessous de 50 millions sont parfois souvent condamnés à vie. Pour les Rikinga, a été condamné pour un détournement de 10 millions, totalement infondé d'ailleurs, à vie. Dieu merci, la justice lui a redonné raison à la Cour suprême. Très bien, Benoît Defo, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir sur le fait que, vous savez, pour ce qui est de lutter contre la corruption, on ne doit pas attendre d'amener les citoyens au tribunal. On dit gouverner, c'est prévoir. On dit on doit éviter l'homme qu'on éduque à aller voler. Mais au Cameroun, c'est plutôt un système pensé, réfléchi, mis en place et qui chaque jour amène les Camerounais qu'on installe dans différents postes de détourner de l'argent public pour servir très souvent le parti au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est d'ailleurs l'administration, le système qui a été mis en place qui doit être totalement détruit. Avant d'arriver à la création des tribunaux et autres, on doit penser à prévenir ces situations. Pourquoi est-ce que toute l'administration publique n'est pas informatisée? Pourquoi, si on veut véritablement lutter contre, on ne va pas dire que c'est si cher que ça.
Donc, en réalité, voilà ce que nous pensons. Informatiser, si vous voulez lutter contre la corruption, informatiser tout le système de l'administration publique et arrêter de donner, comment dire, des promotions à des gens qui ont été déclarés voleurs. Parce que dans ce pays et dans ce gouvernement, c'est lorsque vous avez détourné qu'on vous donne une promotion. Je prends le cas de Bieti Bissam. Il doit prouver qu'on lui a donné de l'argent en espèces, qu'il a détourné une partie pour mettre dans son compte. Et il a eu la promotion, il est devenu ministre des Postes et Télécommunications. Donc c'est une promotion. Vous voyez, c'est des quinquas. Mais celui qui travaille mieux ne reçoit jamais de promotion. À la limite, il est foutu à la porte parce que le pouvoir veut vous tenir. Il veut savoir que vous avez un dossier. Et c'est pourquoi, quand c'est laissé, d'ailleurs, le messager à son époque avait dit qu'on était en train de détourner l'argent de l'État, et le premier des Camerounais a dit où sont les preuves. D'accord, allons-y, on va sortir bientôt. On sort. Oui, je dois dire, pour terminer sur le sujet concernant le tribunal criminel spécial, que je milite pour la dissolution de ce tribunal criminel spécial, parce que, comme je l'ai dit, il est anticonstitutionnel, il viole toutes les règles et principes énoncés par la Constitution du Cameroun. Je dois aussi rappeler, et ça c'est fondamental, que tous les arguments qui avaient été évoqués à l'époque pour créer le tribunal criminel spécial nous démontrent à souhait, s'il fallait faire un bilan aujourd'hui, on se rend bien compte que tous ces arguments sont balayés par les résultats auxquels on peut assister aujourd'hui. Parmi ces arguments, c'était quoi? Il fallait éviter, diminuer les lenteurs judiciaires. Il fallait désengorger les prisons. Il fallait rapatrier les fonds publics qui avaient été détournés. Il fallait aussi améliorer la qualité, n'est-ce pas, la qualité de la décision juridictionnelle. D'accord. Sur ces 4 arguments, tout simplement. Quels sont les fonds qui ont été rapatriés? Aucun ou presque rien. Au niveau de la lenteur judiciaire, rien n'a bougé. C'est l'inertie. Peut-être un peu plus même. Au contraire, la situation s'est aggravée encore davantage. Est-ce que les prisons ont été désengorgées? Malgré l'existence de ce tribunal criminel spécial, on envoie chaque jour des gens qu'on envoie en prison pour les détournements et des gros détournements de fonds publics. Donc on a encouragé les citoyens camerounais à voler, à dépouiller le contribuable de son argent. Non, respectons la Constitution. Et je crois que le chef de l'État, le président de la République, est chargé de veiller au respect de la Constitution. Il faut dissoudre ces structures et respecter le principe d'égalité du citoyen devant la loi. C'est un principe fondamental. On va sortir de ce sujet très rapidement, Célestin Djamène, mais avant d'aller à ce que vous voulez dire, je demande, est-ce que vous pensez également que l'opération Épervier doit être bannie, cette opération? C'est lié, les deux, tribunal criminel spécial. L'opération Épervier est une opération vraiment, j'allais dire, totalement fantaisiste, qui avait été présentée comme une opération main propre. On sait très bien que ça part d'un soubassement politicien qui visait un certain G7 qui était nébuleuse, qui avait l'intention de renverser le chef de l'État après son mandat en 2011. Évidemment, parce que ça ne correspond en rien à l'équité et à l'objectivité judiciaire. Sur la justice, justement, remarquez qu'il y a une coïncidence entre la fin du jugement, l'acquittement de M. Mebara, et l'accélération de la création du TCS. Parce que dès qu'on a vu qu'un juge, dans un tribunal ordinaire, acquittait selon le droit un prévenu, un accusé, eh bien on s'est dit, on ne pourra plus laisser au hasard, n'est-ce pas, aux juges plus ou moins normaux, n'est-ce pas, le soin de juger les gens normaux. C'est pour ça qu'on crée ce tribunal, pour missionner certains juges politisés à donner des sentences politiques. Merci. On y va donc pour le deuxième sujet de ce jour. On parle de la répression de l'opposition et le MRC avec cette thèse du complot. On parlait donc de ce sujet à l'ouverture de cette émission. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui comme beaucoup de partis d'opposition, la cible plusieurs actes répressifs ces derniers mois, mais peut-être un peu plus selon donc ce que relève la presse. En effet, pour la création de ce parti en août 2012, toutes les manifestations organisées par les militants sont systématiquement réprimées. Dernier en date, un meeting qui était prévu à Bertois ce week-end et dont on apprend qu'il a lui aussi été interdit, même si on a fini par avoir ce meeting, mais dans des conditions très difficiles. Et ce, malgré la rencontre la semaine dernière entre le président national du MRC, Maurice Kamto, et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Alors, y a-t-il un complot contre le MRC, comme l'indiquent les cadres de ce parti? Et pourquoi, pour nos défauts, vous avez-vous aussi le sentiment que le MRC est aujourd'hui particulièrement visé et qu'il fait frémir le gouvernement? Je dirais plutôt, ma chère Alicia, que les partis d'opposition au Cameroun ont continué à être persécutés par le pouvoir en place.
le MRC ne vient que rejoindre, je peux dire, nous retrouver. Nous avons subi ces atrocités depuis des années. Et chaque fois, nous avons écrit, interpellé le ministre, interpellé le président de la République à cet effet. Et aucune réaction véritable n'a jamais été entendue. Et parce que ça les arrange, comme je vous disais tantôt, c'est le gouvernement qui donne l'ordre à la justice de faire ce qu'elle a fait. C'est le gouvernement qui donne l'ordre à l'AT pour empêcher les différentes manifestations des partis d'opposition. Et je vous dis sincèrement qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être coalisés. Ça demande à tous les partis politiques, les organisations de la société civile et les personnalités indépendantes d'être coalisés. C'est-à-dire que de cette manière que nous pouvons véritablement peser lourd face à ce gouvernement que je dirais totalement, je dirais pas criminel, ce serait trop dire. Pourtant, ça peut se dire. Je dis simplement que nous avons, pour vous servir, nous avons créé la COACIC, qui veut dire Coalition Citoyenne pour le Cameroun. Une plateforme qui regroupe les partis d'opposition, les membres de la société civile et les personnalités indépendantes avérées, qui a pour but de lutter contre les abus des biens du peuple. Et parmi les biens du peuple, il y a le système électoral. Nous avons par rapport à l'actualité qui arrive, avec les appels à candidature à gauche, à droite, que nous trouvons d'ailleurs des jeunes, mais nous avons dit qu'il était temps qu'on s'organise. Et on a donc créé cette coalition et on a mis en place une commission des élections qui, dans l'une de ses propositions, pour amener le citoyen à récupérer sa souveraineté, à la donner à qui elle veut, pour que les futurs présidents de la République soient, ou les élus en général, soient légitimes, passant jusqu'à ce moment, pour donner le cas du président de la République, il n'est élu qu'avec moins de 12% de la population, je ne dis pas des inscrits, moins de 12% de la population, donc pour le Cameroun et pour le peuple camerounais, il est illégitime. J'ai dit, nous lançons l'opération de 15 millions d'électeurs, 15 millions de votants, 15 millions de scrutateurs, contrôleurs de vote au sein de la COACIC. Très bien, merci. Edmond Kambia, est-ce que vous pensez aussi que le MRC n'est pas particulièrement visé? C'est un problème de l'opposition tout entière, contrairement à ce que le parti semble révéler dans la presse, être victime d'un complot. En 2 ans, il n'a pas pu tenir de manifestations. Est-ce que ce n'est pas le MRC en tant que tel qui fait frémir le gouvernement, mais l'opposition tout entière? Oui, avant d'aborder la question qui est fondamentale concernant le MRC et l'opposition, je voudrais dire un petit mot sur le projet de la COACIC, de la Coalition Citoyenne pour le Cameroun, concernant l'inscription massive des Camerounais sur les listes électorales. Je pense que c'est fondamental. Il est urgent que les Camerounais aillent, ceux qui ont au moins 20 ans pour le moment, aillent vraiment s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'il faut une masse électorale critique, pour apporter quelques changements possibles aux élections au Cameroun. Sinon, on n'aura jamais plus de 7 millions d'électeurs, comme il est qu'en compte même l'obtenir. Ce ne sera pas possible du tout. Il faut engager, il faudrait même baisser, n'est-ce pas, l'âge électoral au Cameroun, parce qu'il n'est pas normal qu'à 18 ans, on puisse être pénalement responsable et qu'à 18 ans, on soit incapable d'assumer politiquement son destin. Donc, il est important que les gens aillent s'inscrire massivement, qu'il y ait le maximum d'électeurs possible au Cameroun. 15 millions d'électeurs, j'ai dit, le projet de la COACIC est faisable. Maintenant, concernant la question de l'opposition du MRC, j'ai dit oui, Maurice Kamto a raison de se plaindre, comme d'ailleurs tous les autres leaders de l'opposition. Même les partis politiques qui n'ont pas manifesté depuis le 29 mars, mais qui travaillent depuis 26 ans sur le terrain, qui ont été empêchés de se réunir, qui ont été empêchés de manifester publiquement. Je dis, il y a un gros zèle de la part des sous-préfets dans cette République. Je suis désolé et triste de dire que les 2 années de formation que l'on octroie, n'est-ce pas, à ces personnalités qui deviennent des sous-préfets ne suffit peut-être pas. Soit ils sont mal formés, ce que je ne pense pas, parce que je connais la plupart de leurs enseignants qui m'ont également enseigné à l'université parce que je suis juriste. Soit ils sont simplement zélés, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire les gars ne pensent qu'à leur carrière, ils se fichent pas mal du justiciable, ils refusent d'appliquer ce qu'on leur a enseigné sur le terrain. Et là, ce serait dommage, parce que la loi est claire, nous sommes passés du régime d'autorisation au régime de déclaration. Quand on déclare une manifestation publique ou une réunion publique, on n'a pas besoin d'une autorisation. On n'attend pas en retour une autorisation. On attend plutôt de la part de l'autorité administrative de l'encadrement. L'encadrement pour cette manifestation qui a été déclarée. Et non le refus d'accepter la déclaration. Et non
le rejet de la personne qui est venue déclarer. Or, manifestement, c'est ce qui se passe concernant le MRC, mais concernant également les autres formations politiques. Parce que le MRC n'est pas seul dans cette entreprise-là. Par contre, je dois dire quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il est urgent au Cameroun de décrisper la tension politique. Parce que la tension politique aujourd'hui, manifestement, elle est organisée par le système gouvernant. Ce n'est pas l'opposition qui crée la tension politique au Cameroun, mais c'est le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, Maurice Kamto, président national du MRC, a tenu, parce qu'il a fait le pied de grue, il faut le rappeler, il a insisté pour rencontrer René Sadi, le Minat. Et finalement, ça a payé. C'est-à-dire le fait qu'il a insisté a payé. Il a été reçu par le secrétaire général du Minat et ensuite par René Sadi en personne. Maintenant, on attend de voir si cette rencontre-là va produire, n'est-ce pas, des résultats probants pour l'opposition, pour la société civile également. Parce que ce n'est pas seulement l'opposition qui a besoin de manifester publiquement, c'est également les associations de la société civile qui parfois aussi subissent parfois des répressions. Justement. Soi-disant parce que ce sont les organisations de défense des droits de l'homme. Mais c'est les droits de l'homme et les libertés publiques sont consacrées par la Constitution du Cameroun. Alors, on a le droit de manifester. Alors, Célestin Jamin, justement, comment est-ce que vous avez apprécié cette démarche de Maurice Kamto, aller rencontrer le ministre de l'administration territoriale pour essayer de comprendre ce qui se passe? Comment est-ce que vous avez apprécié cette initiative? Bien, je pense que M. Maurice Kamto est le président du MRC. Il est donc en droit de poser des actes, aller demander une audience à qui il veut. Mais simplement, il faut rappeler que malgré tout le respect que j'ai pour Maurice Kamto et le MRC, je ne pense pas qu'il soit le représentant de l'opposition. En revanche, je pense que le MRC n'a pas été particulièrement visé. Je pense que le MRC communique bien, ils font une bonne propagande, ils font une belle agitation fertile. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont particulièrement visés. Non, je dis, ils ne pratiquent pas le vaudou, ils ne menacent pas le gouvernement de leur jeter des sorts. Sauf que voilà, ils ont compris que c'est la com qui compte et puis ça peut faire évoluer les choses, tant mieux. Maintenant, il ne faut pas que non plus René Sadi nous fasse des larmes de crocodile, nous fasse pleurer, parce qu'en vérité, il est au courant que le système de déclaration frelatée est en place depuis que les sous-préfets et les préfets le pratiquent depuis au Cameroun. Qu'ils ne nous fassent pas croire que non, c'est une incompréhension, une mauvaise compréhension des sous-préfets et des préfets. Ils n'ont pas compris, c'est un malentendu. Non, il le sait depuis très longtemps comment ça se passe. Il sait très bien que quand on va déclarer, on pense qu'on doit attendre une réponse. Il le sait très bien. Donc il s'agit là d'une faute, d'un acte illégal, d'actes illégaux de nos administrateurs civils. Donc il faut les sanctionner. Pour vous, le MRC profite de cette situation pour se faire vendre, pour vendre l'image de ton parti? Ben, il n'est pas interdit de bien communiquer. Je dis qu'il y a des coups de com', il y a même des cours de communication politique qu'on enseigne. Je pense que le MRC l'exploite et l'exprime à profusion. C'est tant mieux, tant pis pour les autres partis. Je veux dire que nous devons également comprendre que nous devrions être sur le terrain. Si par exemple, aujourd'hui, le MRC, le CPP et les autres occupent le terrain, c'est aussi parce que les grands partis, enfin, le grand parti... sont émoussés peut-être. Le SDF a sa stratégie. Mais c'est peut-être parce que aussi, on n'occupe pas le terrain dans l'agitation, qui n'est pas notre manière de procéder. Mais en revanche, ça peut avoir quelques effets. Maintenant, il ne faut pas supposer que le fait que M. Kamto a été reçu par Sadi implique que désormais les déclarations seront respectées, qu'on enverrait les cadres de la police encadrer les manifestants. Non, il reste au Cameroun. Les libertés publiques demeurent piétinées au Cameroun. Elles n'existent tout simplement pas. Je voulais dire un mot sur les inscriptions sur les listes électorales. Oui. Je crois que la COESCI fait un travail formidable. Je pense qu'il faut marteler que les Camerounais doivent s'inscrire massivement. Mais ne jamais oublier non plus qu'il s'agit d'abord, le jour du vote, de former les électeurs à défendre leur vote. Parce que si on s'inscrit massivement, on va voter massivement, disons, pour l'alternance, et que finalement on va à la mosquée ou à l'église, laissant ces turiféraires du régime bourrer les yeux de faire ce qu'ils veulent, évidemment, cette mobilisation massive, ces inscriptions massives n'auraient strictement servi à rien. Par ailleurs, je dis également qu'il faut réformer le code électoral. On ne peut pas concevoir dans un code, dans un texte fondamental qui gère, qui organise nos élections, que l'article 44 stipule que le président du conseil électoral, le directeur de l'élection Cameroun sont rémunérés par décret du président de la République. Alinéa 2, s'il estime que l'un de ces deux est défaillant, il peut mettre fin à leur fonction et les renouvelle. Donc, si je vous paye et je vous renouvelle, vous ne pouvez pas me dessaisir. Donc, ça veut dire que les textes prévoient déjà
l'absence d'alternance. On ne peut pas gagner si on n'est pas RDPC dans ce pays. Okay. Donc il faut réformer les textes. Ambroise Essomba, revenons un peu à ce problème de l'opposition et ces répressions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que cette nouvelle dynamique apporte ces nouveaux partis d'opposition, entre guillemets, le CPP, le MRC, ces dynamiques de terrain, c'est important, c'est peut-être ce qu'attendait la population, même si le SDF semble penser que c'est une autre façon de procéder, c'est peut-être... Le Modena aussi pense que justement c'est peut-être de l'agitation. Comment est-ce que vous voyez tout cela, cette nouvelle dynamique quand même? On voit des partis d'opposition sur le terrain. On a l'impression que les choses bougent quand même pour les autres. Et même si pour les partis de l'opposition traditionnelle, c'est peut-être de l'agitation. Comment vous percevez tout cela? Je donne suite en disant tout simplement que les partis politiques ont déjà un statut constitutionnel. Quand on dit que les partis politiques ont quoi, l'expression du suffrage et de la démocratie, cela veut tout dire. Moi, je dois tout simplement revenir, Albertine, si vous en avez convenance, expliquer quelque chose qui me semble fondamental. Vous savez, nous sommes dans un pays où, d'abord déjà depuis 2001, vu de Washington, les États-Unis ont classé le Cameroun parmi les États les plus pourfendeurs des droits de l'homme. Et vous savez que le FMI et les institutions de Bretton Woods ne vous accordent l'aide au développement que si fondamentalement les droits de l'homme, les libertés publiques sont respectées. Et tout récemment encore, les États-Unis sont remontés sur le créneau pour essayer de tenser cela. Moi, je dois dire tout simplement que faisons une lecture simple. Nous sommes dans un contexte d'un double régime. Un régime répressif et un régime préventif. Dans le régime répressif, c'est ce type de régime où les libertés publiques s'accommodent beaucoup plus aux libertés individuelles. C'est-à-dire que quand vous voulez sortir d'ici pour marcher à la rue, pour venir faire votre émission, vous n'avez pas besoin d'une déclaration préalable du sous-préfet ou du préfet. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime répressif. Maintenant, dans le contexte des activités politiques, il faut donc noter que nous sommes dans un régime préventif qui suppose donc deux tendances. La première tendance, c'est la déclaration. La déclaration est perçue ici comme une information à l'administration de l'activité que vous allez mener sur la voie publique. Et cette déclaration est prévue par l'article 3 de l'alinéa 1 de la loi de 90. Cette loi que pour ceux comme il avait qualifié de véritable révolution juridique. Et maintenant, quand vous avez déclaré la manifestation publique, vous attendez maintenant avoir droit à ce qu'on appelle une autorisation. L'autorisation, c'est quoi? C'est une permission que l'autorité administrative vous donne et qui se manifeste par la délivrance d'un récépissé qui vous donne donc la possibilité de manifester publiquement. Et ce qu'il faut relever, qui s'est passé à Yaoundé, à la coalition de ces partis politiques, lorsqu'un parti politique mène ses activités dans son siège, il n'a pas besoin d'une déclaration ou d'une autorisation de manifester. Mais si cette manifestation, bien qu'étant dans le siège, est ouverte au public, ça devient donc compliqué et là, l'autorisation et la déclaration s'imposent. Donc, c'est cette précision que j'ai bien voulu faire pour que les uns et les autres comprennent. Mais on s'est rendu compte que sur le terrain, les autorités administratives semblent piétiner un certain nombre de choses et ce qui recule dangereusement l'image de notre pays à plus de siècles en arrière. Edmond Kamganza n'a pas été très d'accord avec votre façon de voir, d'expliquer. Je crois que Louison a bien expliqué, mais il s'est légèrement mêlé les pédales sur le terme autorisation. Parce que je suis d'accord avec lui qu'il s'agit d'informer l'administration à partir de la déclaration. Mais le document qu'on attend, c'est comme il a dit le récépissé, mais ce n'est pas une autorisation. Parce qu'il a reparlé de l'autorisation de l'administration. Non, il ne s'agit plus du tout d'une autorisation. Le terme autorisation a disparu. Il s'agit de la délivrance d'un récépissé. Délivrant d'un récépissé qui valide en quelque sorte l'activité qui va être menée. Ce n'est plus l'autorisation parce que c'est l'information qui est faite à travers l'acte de dépôt de la déclaration et en retour c'est le récépissé. Ce n'est pas une autorisation. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Il ne s'agit pas d'une autorisation. On va pas discuter sur ce point. Vous estimez que c'est peut-être une question de sémantique, mais ce n'est pas une autorisation. Et vérifier je précise, ce n'est pas une autorisation. Dans l'esprit de la loi de 90, il ne s'agit pas d'autorisation. Allez-y. Rentrez et reprenez l'article 6 alinéa 1 qui vous parlera de l'autorisation. Et c'est pourquoi j'explique qu'il y a deux fois dans la déclaration, vous informez
Et dans l'autorisation, l'administration vous permet de manifester qui se vous opérationnalise informez par la déclaration et vous avez le récépissé d'autorisation. D'autorisation à manifester. Ce n'est pas le récépissé d'autorisation. Ça ne s'appelle pas récépissé d'autorisation. Non, ce n'est pas un récépissé d'autorisation. On sait parfaitement bien que... permission. Non, parce que les réceptions d'autorisation peuvent créer. C'est un amalgame dangereux. C'est un amalgame On dangereux. sait parfaitement bien que c'est sous la pression des partis politiques d'opposition dans les années 90 qu'on est passé du régime d'autorisation au régime de la déclaration en créant donc cette loi de 90. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que les manifestants, les forces alternatives étaient livrés à l'humeur des administrateurs civils. Donc, on a mis en place cette loi de déclaration, comme dans les pays relativement normaux, avancés. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez déclarer marché devant Equinox, devant l'immeuble de Saint-Pierre, vous allez voir le préfet, vous déposez avec l'itinéraire que vous avez choisi, sauf s'il est un peu embourbé, en tout cas on vous dira, vous déposez vos déclarations de manifester, et ensuite, ils en prennent acte. Le récépissé qu'on vous remet, ce n'est pas un gage d'autorisation, ce n'est pas une réponse, on n'a pas à vous répondre. On a à prendre acte que voilà, vous avez effectivement déposé, c'est comme une décharge. Hein, Tout à fait, c'est comme une décharge. C'est pas qu'on vous autorise à le faire. Donc, vous allez donc manifester tranquillement. Bien sûr, s'il y a des casseurs, la police, normalement, est là pour empêcher les casseurs. Et même mieux, souvent, certaines organisations prévoient des services d'ordre internes pour éviter justement que la situation, la manifestation soit violente ou non pacifique. Infiltrée. Maintenant, je voulais quand même rebondir sur un mot, sur ce que tu as dit, Louison, concernant le statut des partis politiques. Non, nous parlons du statut de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition au Cameroun doit avoir un statut. Ça veut dire d'abord que le chef de l'opposition doit avoir un véritable statut. L'opposition doit avoir le droit de participer aux consultations lorsque les questions vitales nationales sont en cause. Ça peut être la confection d'une loi antiterroriste. On a invité l'opposition, au moins son chef, pour donner son avis, l'avis de l'opposition sur cette question. Ça peut être l'invasion du pays, ça peut être les attaques terroristes comme Boko Haram. L'opposition doit être systématiquement invitée. Ça se fait ailleurs. Donc c'est ça pour moi le statut de l'opposition. Donc il ne faut pas mélanger la constitution qui prévoit effectivement, tu as raison, que les partis politiques concourent à l'expression citoyenne, qui est une qualification générale, qui englobe même les RDPC d'ailleurs, c'est plus un parti politique, même si je pense que c'est un club, donc, et le statut de l'opposition, n'est-ce pas? Voilà la véritable question. Il faut donc lutter pour que l'opposition ait un véritable statut dans ce pays. D'accord. Vous notez fois, allez-y. Juste pour ajouter à ce régime de déclaration, ils ont beaucoup spéculé dessus, mais il y a un chose qui est clair. Lorsque vous faites votre déclaration, moi j'appelle même d'ailleurs ce récépissé un accusé de réception. Ça veut dire que oui, j'ai reçu votre déclaration. Terminé. Et alors, le sous-préfet a pour devoir, dans ce cas-là, d'envoyer ce récépissé qu'il a. J'appelle ce récépissé. Tout à fait, ce récépissé. Il a le devoir d'adresser cela à toutes les structures sécuritaires de la ville, pour que et surtout de la zone où vous allez manifester, pour encadrer la manifestation. Il n'y a pas d'autorisation. C'est un abus. Il faut le dire, que les gens comprennent. C'est un abus. Et en fait, si on était dans cette coalition forte que nous souhaitons, pour vous préciser à Kwasik, à aujourd'hui l'UDC de Namjoya, le SDF de Fondi, l'UPF de Olivier Billet, et le CPP, nous y sommes tous aujourd'hui, sans oublier l'article 55 Jean-Baptiste Sipa, nous y sommes aujourd'hui. En fait, nous devons unir nos forces dans cette structure d'Aquasik pour faire des réclamations fortes et amener tout le peuple avec nous. Très bien. Rapidement, je vous en prie. Vous n'avez pas répondu à ma question sur l'opposition tout à l'heure. Oui, mais j'ai voulu préciser une chose peut-être qui semble une incongruité dans ce test. Je renvoie le grand frère Edmond à aller revisiter la loi de 90 et il verra que l'article 6, alinéa 1, parle de l'autorisation. Vous pouvez déclarer votre manifestation, mais sans avoir l'autorisation de la manifester. C'est ça. Et c'est en cela donc que la notion d'autorisation s'ajoute à la déclaration. Tu parles de troubles à l'ordre public, peut-être. Voilà, pourquoi il faut que je m'explique. C'est un motif standard. Écoutez, oui, c'est pourquoi. Ce n'est pas forcément pour prévenir l'ordre public, ce n'est pas forcément pour garantir l'intérêt général, mais c'est justement parce que c'est pour répondre à une nécessité sociale. Parce que tous les dommages qui sont produits lors des manifestations publiques ont un caractère irréparable. C'est le pourquoi justement donc on s'articule sur les deux choses,
déclaration, autorisation. Et sur la Donc, nouvelle mouvance des partis d'opposition, les nouveaux partis d'opposition, si on peut les appeler ainsi, vous n'avez pas répondu à cette question. Comment est-ce que vous appréciez cette nouvelle démarche, cette dynamique des manifestations de ces partis politiques, CPP, MRC, Univers et autres? Moi, je pense qu'il faut déjà apprécier cette coalition que nous souhaitons tant voir depuis des années. Vous savez qu'on a toujours, soulevé l'impossibilité pour les partis politiques de s'unir, de mener une action, conjointe. Et c'est une amorce déjà de solutions qui montre que les partis d'opposition peuvent se mettre ensemble pour regarder vers la même direction et défendre les intérêts des citoyens camerounais. Moi, je pense que c'est une très bonne chose qui mérite d'être encouragée, un peu comme c'est le cas de la classe. Et Edmond Kambia, une réaction à cette nouvelle mouvance, cette nouvelle dynamique de ces partis, peut-être parce qu'on ne voit pas trop les partis traditionnels de l'opposition, on peut le dire. J'espère que les Camerounais qui observent la vie politique au Cameroun depuis 1990 ont la capacité de voir, de juger et d'agir, notamment de voir comment fonctionne non seulement la société civile, mais également l'opposition. On ne peut pas penser que depuis le 29 mars, il faut situer l'action par rapport au meeting, à la rencontre de Yaoundé qui a été empêchée de se réunir, là, les 4 partis politiques, les 3 partis politiques, l'Univers, MRC et CPP, qui n'ont pas pu tenir leur réunion, leur conférence de presse et dire qu'il y a de nouveaux partis politiques qui s'agitent dans la scène politique au Cameroun. Non, je pense que c'est une manière caricaturale de voir et de penser qu'il existe une nouvelle opposition. Non, il y a l'opposition au Cameroun. Il n'y a pas une nouvelle opposition. Peut-être qu'il y a de nouveaux partis politiques, oui. Il y a de nouveaux partis politiques, mais il n'y a pas une nouvelle opposition. Il y a l'opposition au Cameroun. Et cette opposition est connue. Les partis politiques sont connus. Et dans l'action politique, il faut se méfier. Il n'y a pas que certaines actions visibles. Il y a des actions qui ne sont pas visibles, mais qui sont effectuées et qui débouchent sur des résultats. Il faut seulement que l'opposition communique sur ces résultats des actions qui ne sont pas visibles pour que les Camerounais sachent qu'il y a l'opposition qui travaille à l'ombre et qui n'a pas besoin forcément de s'agiter pour que les Camerounais sachent qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez de l'agitation, vous aussi. Oui, c'est de l'agitation. On va sortir rapidement. Je pense qu'il y a aussi une confusion à éviter. Il faut éviter que... Je pense que les partis politiques de l'opposition peuvent travailler de commun accord sur les questions essentielles qui sont les libertés publiques, le code électoral, le principe électif. Et en même temps, chaque parti doit garder son identité et son indépendance. Parce qu'en vérité, la question que j'entends souvent, qui est un peu connexe à celle que vous soulevez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'union de l'opposition. Non, l'union de l'opposition ne peut pas se faire sur le plan électoral. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous réclamons depuis des lustres une élection à 2 tours. L'élection à 2 tours, c'est la réponse à l'union de l'opposition. Parce que si M. Biya et ses colistiers organisaient, inscrivaient dans la Constitution le principe d'une élection présidentielle ou même législative à 2 tours, évidemment, au premier tour, on éliminerait et au second tour, on choisirait le candidat le plus proche de ses sensibilités politiques. Donc ça résoudrait la question de l'union de l'opposition. Il n'y a pas de parti politique unique de l'opposition. On est contre le monopartisme. Ce n'est pas pour le ramener aujourd'hui. Donc arrêtez ce pseudo-discours. Il faut l'union de l'opposition. Il faut 2 tours d'élection. Les 2 tours, c'est la réponse idéale et la question se résoudrait d'elle-même. Pour les 2 tours, on doit passer par on doit passer la par révision. Comme vous dites à Célestin qu'un mode de scrutin n'est pas neutre. D'accord, rapidement, en quelques secondes. En quelques mots, pour reprendre un peu, comment dire Célestin, mon ami, tout simplement, les 2 tours, en son temps, le Modena a lancé une pétition, c'était en 2010, pour collecter des signatures en vue d'obtenir les élections à 2 tours. Donc, aujourd'hui, il y a des autres qui nous rejoignent, c'est une bonne chose. Nous avons fait cette pétition, nous l'avons balancée d'ailleurs. C'est modification. Nous aussi, on j'ai dit en termes de pétition. J'ai dit 95. J'ai dit en termes de pétition. La pétition s'est faite. Et aujourd'hui, la modification dont tu fais mention, qui est une bonne chose, ne doit pas se faire dans la Constitution. Ça doit se faire dans le code électoral. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, le président de la République est élu. Les deux sont possibles. Tout à fait. Donc on peut modifier directement dans le code électoral.
donc pas forcément la modification de la Constitution. Et bon, là, je crois que Très bien. Albertine est très pressée. Il faut donner la parole. Oui, très pressé, oui, parce que le temps il court, il ne s'arrête pas. Je propose qu'on aborde le troisième sujet de ce jour. On va parler de ces résultats du concours de la police 2015, on va le dire comme ça, avec ces irrégularités qui ont été relevées par la presse. Après une longue attente, ces résultats définitifs ont été rendus publics en semaine, mais à peine publiés, on dénonce une fois encore des irrégularités, par exemple des noms qui sont arrivés à la liste définitive alors qu'ils ne figuraient pas dans la liste des admissibilités. Alors, on va prendre Palirevok, Buison et Somba. C'est tellement récurrent qu'on commence même à s'y habituer. Ces concours, on retrouve des noms qui ne sortent de nulle part. Déjà, sur le problème de lenteur, comment est-ce que ça peut s'expliquer un an après, un concours, un an pour avoir des résultats? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Moi, je pense que la chose est critiquable et à la limite condamnable sur tous les points. Vous ne pouvez pas vous imaginer un concours administratif, que ce soit le concours d'entrée à l'ENAM, à la police. Je crois que quand on a mobilisé tous les éléments matériels de l'organisation, c'est-à-dire qu'on a choisi un site pour assurer l'effectivité du concours, on a choisi les enseignants pour faire des corrections, on a arrêté les résultats et on les fait publier. Il faudrait justement que le facteur temps joue un rôle essentiel, parce que dès lors que les choses durent dans le temps, toutes les suspicions possibles peuvent se développer. Et là, justement, on note ces frasques que vous avez si bien relevées. C'est-à-dire que des gens qui n'ont même pas postulé, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas déposé un dossier physique, mais au final, on y retrouve un nom. Et sur le terrain, vous avez constaté, je crois que c'est l'une de vos émissions, je crois, regard social, exactement, où on a vu un commissaire qui a forcé la main à une mineure de signer un acte. Vous voyez, et c'est pourquoi sur le terrain, nous allons nous retrouver constamment avec ces actes inimaginables qui ternissent davantage l'image de notre administration. Donc, les concours administratifs sont émaillés de telles phrases que moi je pense que c'est la raison pour laquelle sur le terrain, on enregistre beaucoup d'irrégularités qui méritent, ma foi, qu'aujourd'hui, les uns et les autres puissent remettre à l'aune du jour les questions de la vertu, les questions du talent. Parce qu'on entre dans une administration sur les deux fondements, c'est-à-dire le mérite et le talent et la vertu. Alors, Edmond Kanga, est-ce qu'on pourrait trouver des circonstances atteignantes à ces administrations avec la pléthore de candidats? On a sur des concours, on a plus de 7 000 candidats, 6 000 candidats. Est-ce que ça pourrait justifier ces lenteurs-là quand même? Ces lenteurs ne sont pas justifiables. Parce que on sait quand est-ce qu'on organise un concours. Donc on peut prévoir que telle année on lance tel concours. Dans beaucoup de grandes écoles, on sait qu'on lance tel concours à telle période. Il y a la période des concours. Donc on ne peut pas parler de lenteur, on ne peut pas justifier ces lenteurs-là. Bon, le temps qu'a mis la liste pour sortir définitivement, bon, on présume, 5 mois, on présume qu'il s'agissait de vérifier un certain nombre de choses pour ne pas aboutir à ce qui est finalement arrivé. C'est-à-dire, finalement, ce temps n'a servi à rien, puisqu'au finish, on se rend bien compte qu'il y a des irrégularités. Cela signifie, qu'on a perdu du temps à tout le monde. On a perdu du temps même aux responsables de ces établissements. À l'école, l'école ne peut pas fonctionner normalement à cause de ça. Donc ceux qui ont perdu du temps là, à divers degrés, sont responsables de la situation. Mais davantage, ceux qui sont responsables de la situation, au finish, c'est la qualité des résultats. La mauvaise qualité des résultats. Si on a pu identifier que des candidats, un ou une candidate, a été définitivement admis ou admise, mais n'a jamais compéti depuis le début, cela signifie qu'il y a un gros problème. Et ça, on l'a déjà vu dans d'autres concours, à l'ENAM, à l'IRIC, et tellement ça dure et ça se généralise qu'on a le sentiment que dans ce pays, la gouvernance a foutu le camp. Et ça, c'est dommage et c'est la principale leçon à tirer, de dire que ceux qui nous gouvernent n'ont plus le temps d'assumer leurs devoirs vis-à-vis des populations. Et je dis, et c'est très grave. La seule chose que je voudrais dire pour terminer, c'est que j'invite la CONAC, n'est-ce pas? J'invite la CONAC parce que la CONAC a du travail. J'invite la CONAC à aller regarder de près pour voir pourquoi est-ce que
la liste a fait tant de chemin pour aboutir à des résultats qui incommodent l'ensemble ou alors la plupart de ceux qui ont compétit? Célestin Djamène, c'est vrai, on ne peut pas tolérer ce genre de tripatouillage, quel que soit le concours, mais dans la police, c'est encore plus grave. Des gens estiment, par exemple, qu'on ne devrait même peut-être pas passer par des concours pour entrer à la police, que ce devrait être une vocation. On ne devrait pas permettre à n'importe qui d'intégrer ce type de corps. Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un corps aussi sensible que celui-là, qu'on en arrive à avoir des noms qui se retrouvent comme ça dans des listes définitives? C'est assez grave quand même pour un pays comme le Cameroun. C'est très grave, mais on ne devrait pas permettre à n'importe qui d'intégrer la police. C'est parce qu'il faut une espèce de test psychologique. C'est un corps qui est essentiel pour tous les Camerounais. L'opposition milite pour une police propre, respectueuse des droits et des libertés des citoyens. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je pense qu'il se pose depuis très longtemps un problème, comment dirais-je, de laxisme et un problème d'embuscade, de gouvernance par embuscade au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons l'impression que ce gouvernement, ce président de la République, a besoin de l'anarchie, du bordel, de la chienlit pour durer. D'ailleurs, il a dit l'année dernière que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, donc il a ses méthodes. Donc c'est pour dire que aujourd'hui au Cameroun, la police est un corps suffisamment important pour nous les Camerounais que tout le monde puisse s'y intéresser. Je prends un exemple très simple. En 2002, par exemple, il y a eu un lancement pour un recrutement de 1500 gardiens de la paix et 500 inspecteurs de police. À l'admissibilité, nous avons pratiquement, pour les 500 inspecteurs, on a quasiment 1646 admissibles et 2849 admis. Admirez le génie, hein, n'est-ce pas, de la DGSN. Hein. Pour, effectivement, les gardiens de la paix, nous avions quasiment 1849, comment dirais-je, admissibles, 2844 admis. Donc, c'est extrêmement génial. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, vraiment, nous marchons à l'envers, on fonctionne à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a, par exemple, le cas aujourd'hui de mademoiselle Vanta Eto Annie, qu'on pourrait appeler aisément Épouvanta Annie, qui, parce que son père et mère l'engaient beaucoup, se permet, sans avoir déposé un dossier, d'être non seulement admissible, mais admise. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais déposé de dossier est admissible, admise. Et c'est un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé, pardon. Donc il y a des multiples cas comme ça et il faut que cela cesse. Le DGSN doit le savoir. Le DGSN actuel, le délégué général à la Sûreté nationale, qui visiblement a un don d'ubiquité, qui est en même temps ambassadeur en Espagne et DGSN au Cameroun, ça il faut le faire, ça démontre quand même le génie camerounais. Donc il faut absolument que cette question soit prise à bras le corps. Je me rappelle du prédécesseur de M. Mbakangele, un certain Pierre Milo Midjo, qui avait battu tous les records d'irrégularité, tellement le taux d'admissibilité factice était élevé, mais il a été maintenu pendant de longues années encore au pouvoir. Ce n'est pas admissible. Donc c'est une question politique et la décision doit être prise au plus haut sommet de l'État. Donc il n'y a pas une volonté de gouverner de façon normale, il y a une volonté de durer au pouvoir en laissant, n'est-ce pas, se déployer la chienlit et le désordre total au Cameroun. Benoît Défaut. Merci Albertine. Il y a des choses que nous devons le dire. C'est tout ce que nous disons participe de la malgouvernance. M. Paul Biya fait de ce Cameroun ce qu'il veut. Excusez-moi. Je peux. M. Biya est président du Cameroun, de la présidence de la République. Chaque ministre à son poste est président de son ministère. Chaque directeur central est président de sa direction. Les chefs de service, pareil. Il a donc mis en place le fait que chacun de vous, du moment où vous ne pensez pas un seul instant que vous pouvez venir m'empêcher de dormir tranquille dans mon palais, alors vous n'avez pas de compte à rendre. Gérez comme vous voulez, pourvu que ça ne vienne pas m'embarrasser. C'est pourquoi. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Juste, je vais chuter. C'est pourquoi nous avons eu d'ailleurs, le Moudine a fait une lettre ouverte pour le cas de ton ancienne école. Bon, j'ai dit, nous avons fait une autre, c'est pas possible. Où on a fait les mêmes tripatouillages et pour être bref, le président de la République est venu pour arranger tout, a pris
pris et ceux qui étaient admis, ceux qui étaient en liste d'attente, ceux qu'on avait mis alors qu'ils n'avaient pas composé, tous pour dire vous avez passé. D'accord, merci à vous, messieurs. Malheureusement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La régie fait signe que notre temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Malheureusement, je veux pour une seconde. Je voulais simplement dire que pour les élections qui s'annoncent au SDF électoral, je voudrais inviter le mandataire commis par le NEC pour réorganiser le littoral de ne pas se laisser embrigader par ces combinants. D'accord. Merci. On a compris. Merci. On ne pourra pas aller à la fin. Merci. C'est la fin de cette émission Droit de réponse. Bonne fête de travail à tous les travailleurs du Cameroun. À dimanche prochain avec un autre panel et d'autres sujets. Au revoir à tous.